Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre pour assister à ce webinaire proposé par le réseau ANAC-TARACT dans le cadre de cette 16e semaine pour la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, on va parler de la dimension collective de la conduite de projet 4.0 dans l'industrie. Alors, je vous explique rapidement, vous aurez la possibilité de poser des questions en direct sur le chat. Selon leur nature, on verra comment on les inclut ou non dans la discussion. Et sinon, on conservera un petit temps à la fin de ce webinaire pour y répondre ensemble avec nos intervenants. On est ensemble pour environ 45 minutes. Donc voilà, confortablement et voilà. Alors, rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas vraiment, donc nous sommes ici sur la chaîne du réseau ANAC-TARACT, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est une agence placée sous la tutelle du ministère du Travail et qui s'appuie en région sur 16 associations. Alors la mission de ce réseau, c'est de promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant spécifiquement sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Et à partir de ça, nous diffusons des outils et des méthodes pour aider les entreprises à progresser durablement en matière de qualité de vie au travail. Donc cette semaine, comme vous le savez, puisque vous nous avez rejoints, excusez-moi, voilà, nous sommes en pleine semaine pour la qualité de vie au travail qui se terminera du coup demain. Et vous pourrez y retrouver tout un tas d'événements que vous pouvez du coup consulter sur le site semaineqvt.anact.fr. Ça sera donc l'occasion d'échanger sur les pratiques pour combiner performance et amélioration des conditions de travail, puisque le thème de cette édition, c'est justement la question des performances. Alors, nos deux intervenants, Eliette Darnaud, qui est chargée de mission à la RACT Auvergne-Rhône-Alpes. Tu es ingénieur de formation en conception mécanique et aussi en ergonomie. Et ton expérience dans le milieu industriel te permet aujourd'hui d'accompagner les entreprises dans leur transformation technologique en lien avec la question spécifiquement du facteur humain. Jocelyn Vert, 20 ans d'expérience en conseil en performance. Tu travailles actuellement comme expert industriel et développeur au sein du cabinet Accent. Et tu es en charge de répondre aux nouveaux besoins des entreprises qui souhaitent accroître leur performance. Et ça te permet de développer en parallèle une offre de services en matière de conseil aux entreprises. C'est d'ailleurs dans ce cadre que l'ARACT et du coup Jocelyn avons pu élaborer une nouvelle offre autour de l'industrie 4.0 spécifiquement pour les PME, une démarche qui du coup est à l'origine d'un projet qui est soutenu aujourd'hui par le Conseil régional et la Directe et que du coup nous menons en partenariat ARACT Auvergne-Rhône-Alpes et un certain nombre de disciplines, de conseils aux entreprises, etc. Rapidement, est-ce que tu peux nous tracer les objectifs de ce projet 4.0 4.H? Alors, ce projet 4.H, c'est effectivement un projet de recherche collaborative qui est né il y a 3 ans. Il y a 3 ans, quand franchement 4.0 est devenu un sujet qu'on ne pouvait ignorer, on a décidé avec la RACT et d'autres partenaires dont une université de mener un projet visant à étudier les impacts sur le facteur humain de l'introduction des nouvelles technologies. On est passé d'un monde du lean à un monde où la technologie aujourd'hui est majeure dans l'entreprise. Et donc, avec la RACT, on s'est posé la question de quels vont être les impacts sur l'ensemble de l'entreprise, en particulier sur le facteur humain. Et là, sur tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit les opérateurs, qu'on vise beaucoup, mais aussi les middle managers et la manière de gérer l'entreprise. Donc ce projet Industrie 4.H continue maintenant, après une première phase, et donc a consisté, sur les 2 dernières années, à mener des interventions en entreprise pour étudier de manière très universitaire les impacts des nouvelles technologies sur le facteur humain. Du coup, facteur humain, ARACT. Voilà, c'était un lien logique. Donc l'idée, c'était vraiment de réinterroger cette dimension-là dans des projets qui sont jusqu'à présent plutôt techno-push, très centrés sur la technologie. Et c'était donc l'occasion de re-questionner le travail dans ces projets autour des nouvelles technologies. C'est un projet qui se déroule en plusieurs phases. On a clôturé la phase 1, qui est une phase d'observation dans les entreprises, sur des entreprises qui ont pu mener ce genre de transformation. Et aujourd'hui, nous entamons la phase numéro 2 où l'on cherche à expérimenter dans des entreprises, et en particulier dans des PME et des ETI, qui souhaiteraient aller vers ce genre de technologie, de les accompagner sur l'intégration du facteur humain dans leur projet et en partant de l'hypothèse que le facteur humain est un levier de réussite et non pas une contrainte.
Et donc la dernière phase de ce projet, c'est la diffusion des connaissances que nous allons capitaliser tout au long de cette expérimentation et celles qu'on a déjà acquises lors de la phase d'observation. Et au cours de ce projet, on a aussi réuni une communauté apprenante, un think tank qui s'appelle le think tank Industrie 4.H, qui réunit des partenaires sociaux, des entreprises et des institutionnels autour de la question donc, du facteur humain dans l'industrie 4.0 et qui permet de réfléchir en groupe sur des questions qui ont émergé au moment de ces observations. Donc aujourd'hui, on va travailler justement la question. Une question qui est ressortie des observations. Donc, quelle gestion de projet pour un projet 4.0 en PME? Alors, est-ce que, Jocelyn, tu peux nous donner les éléments pour expliquer en quoi cette gestion de projet est spécifique pour les projets 4.0 par rapport à n'importe quel autre projet dans l'entreprise? Ouais. Alors effectivement, la gestion de projet dans l'entreprise est quelque chose qui est connu maintenant depuis des dizaines d'années. Il y a quand même des particularités aux projets qui sont menés sous l'égide de 4.0. Les deux principaux points de différence sont d'abord le fait que jusqu'à présent, on menait des projets traditionnels d'entreprise sur identification d'un problème, recherche des solutions, choix de la solution et mise en œuvre. Donc quelque chose de très cartésien, de très rationnel, de très linéaire. Avec l'avènement de 4.0, on est plutôt dans des projets qui sont techno-push. C'est-à-dire que c'est la technologie qui est le driver. Et donc les entreprises, là, prennent la technologie et ensuite, très bizarrement, recherchent en quoi cette technologie pourrait améliorer leur performance. Donc on a renversé la tendance de quelque chose de très rationnel à quelque chose de beaucoup plus créatif et donc qui nécessite dans l'entreprise que les gens se saisissent de cette technologie en partant de la technologie sans idée préconçue de la performance qu'ils veulent atteindre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à 4.0, 4.0 n'est pas l'émergence d'une technologie particulière dans l'entreprise, mais plutôt de la convergence de multiples technologies qui aujourd'hui arrivent à maturité. On va parler des data, on va parler de la data visualisation, on va parler de la robotisation, on va parler d'Internet, on va parler de beaucoup de choses comme ça. Aujourd'hui, ces technologies arrivent à maturité et convergent tout ensemble. Donc, dans l'entreprise, la situation est que les projets vont traverser toute l'entreprise et donc nécessiter une collaboration beaucoup plus grande que des projets liés uniquement à la performance industrielle. C'est en effet le cas, ce sont des projets qui embrassent toutes les dimensions de l'entreprise. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait plutôt l'idée de mener un projet d'installation industrielle sur un atelier et en prenant en compte cet atelier-là. Là, on voit bien qu'on ne peut pas se limiter à cet atelier-là, ça vient traverser toute l'entreprise et à tous les niveaux. Ça va toucher le travail de l'atelier, mais potentiellement aussi tout ce qui l'entoure, l'organisation en elle-même de l'entreprise, la manière dont on va encadrer ces équipes-là, qui montent en compétences, qui gagnent en autonomie. Et donc, ça repose la question du middle management. Ça pose aussi la question donc, des savoir-faire, des compétences. Ça pose la question des rémunérations, des qualifications. Donc, et ça pose la question aussi de qui fait la performance dans l'entreprise. Est-ce que c'est les gens qui sont en production? Est-ce que c'est les gens qui sont en maintenance? Et le rôle de chacun est vraiment bouleversé par ces projets-là. Et donc, ce sont des projets qui ont des impacts qui sont très larges à l'échelle de l'entreprise. Et qui dit impact large, dit mobilisation large. Et c'est ça qui fait la particularité de ces projets, c'est que ça nécessite de réunir un grand nombre de personnes autour de ce projet-là. Et c'est un vrai projet d'entreprise et pas seulement un projet d'atelier ou un projet technologique. C'est vraiment, ça vient aussi bousculer les modèles économiques, les stratégies de commercialisation. Donc c'est tout le monde qui est embarqué dans cette aventure-là. Et justement, alors comment construire ce collectif au sein de l'entreprise? Avec qui? À quel moment? Est-ce que tu peux nous donner quelques clés pour les dirigeants qui souhaiteraient mener ce type de projet et associer les bonnes parties prenantes? La particularité de ce collectif de projets, en fait, déjà, c'est que, et en particulier dans les PME qui ont du mal à se dégager du temps et à se dégager de la disponibilité, c'est qu'il est interne à l'entreprise, mais pas seulement. Il va s'élargir vers l'extérieur. On a d'abord un projet qui se fait en interne avec les salariés, les instances représentatives du personnel, qui, elles, vont avoir un vrai rôle à mener au niveau de l'implication, et ça dès le départ. Les instances représentatives du personnel, jusqu'à présent, on leur demande leur avis, mais plus que leur avis, il faut qu'on les amène à apporter un avis sur la méthodologie d'implication des salariés et de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise.
Donc on va plus vers des accords de méthode que vers une demande d'avis positif ou négatif sur la pertinence du projet. Et ensuite, il y a les salariés qui ont besoin d'être mobilisés dans toute leur diversité. Une diversité de métiers, évidemment, mais une diversité de genre, une diversité d'ancienneté, une diversité d'âge, une diversité de compétences. Et donc, l'idée, c'est de réussir à réunir un collectif qui soit représentatif de la diversité de l'entreprise. Et ces salariés-là, il faut les informer, mais plus que les informer, il faut les impliquer et les amener à participer au projet. C'est eux qui vont vraiment donner les clés aux ingénieurs, aux concepteurs, pour construire une installation qui ait du sens par rapport au savoir-faire présent dans l'entreprise et finalement aux valeurs de l'entreprise et à la valeur que produit l'entreprise. Dans une PME, ce qui crée la valeur, c'est finalement son savoir-faire et sa compétence. Et cette compétence-là, elle est détenue dans les mains des salariés de l'entreprise. Et donc, il faut venir exploiter ça. Et l'exploiter très tôt dans le projet, dès la prise de décision stratégique. Donc, ça veut dire qu'il faut impliquer, se rapprocher des salariés dès l'étude, en fait. Dès qu'on se dit, est-ce qu'on irait bien vers un projet ambitieux où on installe des nouvelles technologies hyper connectées? Dès ce moment-là, on se pose la question des savoir-faire, des compétences et on intègre les salariés. Et je crois savoir également que ça dépasse même l'entreprise. Donc en interne, on associe largement, mais en externe, il y a aussi des enjeux. Tout à fait, en externe, quand on dit que 4.0 traverse l'entreprise, il va bien au-delà des frontières de l'entreprise, et en particulier quand on est dans des projets technologiques. On est sur des technologies aujourd'hui qui, quand on dit qu'elles sont matures, elles sont encore pour certaines en cours de développement. Là aussi, jusqu'à présent, on voyait les providers de solutions technologiques sur une base très rationnelle, encore une fois, cahier des charges, réponse au cahier des charges et ensuite respect des spécifications. Sur ces technologies qui ne sont pas complètement matures, il est important que l'entreprise construise avec le provider une vraie co-responsabilité autour de la solution. L'entreprise et le provider doivent nouer des relations qui vont bien au-delà de la relation purement commerciale, mais vraiment dans une notion de relation d'intérêt mutuel, de co-développement. Donc le provider aujourd'hui doit voir son identité changer, devenir co-concepteur avec l'entreprise, avec tout ce que ça inclut comme biais possible, non-atteinte des performances, mais entente jusqu'au bout du projet. Donc ça, c'est la première chose au niveau du provider qui doit aujourd'hui être vraiment considéré comme un partenaire au sens noble du terme et pas uniquement comme un partenaire commercial, mais vraiment que l'entreprise et le provider trouvent un intérêt commun à co-développer. Ensuite, je rebondirai sur ce que disait Eliette par rapport à l'implication des salariés et leur participation. Effectivement, la participation des salariés dès les phases initiales du projet est importante. Et je reviendrai sur le terme d'implication qu'on a beaucoup utilisé ces dernières années, l'implication des salariés comme étant quelque chose qui était naturel et obligatoire. Pour ces projets, il faut aller au-delà de ça. Et moi, je parle de participation et de participation physique des salariés à la conception. Dans les exemples que l'on a vus dans notre étude, les projets qui ont le mieux marché sont les projets dans lesquels les opérateurs ont participé physiquement à la construction de la machine chez le provider, à adapter les postes de travail et en fait ils ont récupéré un travail qui était jusqu'à présent dévolu au bureau des méthodes, au bureau d'ingénierie pour s'approprier dès les phases amont leur futur environnement de travail et leurs futures conditions de travail. Donc au-delà de l'implication des salariés, il faut vraiment veiller à la participation active de l'ensemble des salariés et à la co-construction de leur futur équipement et outils de travail. Il y a des entreprises qu'on a observées qui sont allées assez loin. Je pense notamment à une de ces entreprises. Eliade, peut-être donner cet exemple. Tout à fait. Il y a une entreprise qui a fait le choix, dès le départ en fait, de son projet, déjà d'informer largement ses salariés. Ensuite, de leur proposer d'aller se projeter chez le fournisseur. Alors déjà, cette entreprise, elle a fait le choix d'avoir un fournisseur qui est très proche géographiquement en fait, de son usine pour justement faciliter ces échanges-là. Et tout au long de la construction et de la conception, en fait, dès la conception de la machine, en fait, il y a eu des allers-retours fréquents des salariés de leur atelier vers le fournisseur pour aller voir, essayer la machine, donner leurs impressions, réinjecter leur savoir-faire. Et encore plus que ces allers-retours, l'entreprise a fait le choix de positionner chez le fournisseur de machines 2 salariés pendant 9 mois, au moment de la construction de la machine, pour
pour qu'ils prennent vraiment connaissance de l'installation. Et cette prise de connaissance, en fait, ces gens-là sont devenus les mainteneurs de cette machine ensuite dans l'atelier. Et donc, du coup, ça a été un vrai investissement de l'entreprise, payer pendant 9 mois 2 personnes pour pas qu'ils bossent pour vous directement. Mais c'est un investissement dans le temps qui était payant au moment de l'installation de la machine, parce qu'on avait 2 personnes complètement compétentes pour pouvoir la faire fonctionner et amener les collègues à monter plus rapidement en compétences. Ce point est effectivement important, la co-construction avec des opérateurs sur le lieu même de construction de la machine chez le provider est important. Tout simplement parce que mettre une nouvelle technologie d'entreprise, ce n'est pas changer le métier de l'entreprise. Le métier va bien rester le même, par contre la manière de faire le métier va changer. Et il est important effectivement qu'il y ait ce transfert de savoir-faire des hommes qui détiennent le métier, qui détiennent la finesse, vers le provider qui lui est plutôt un technologue. Donc cet échange permanent sur une période longue va bien au-delà de la simple rédaction d'un cahier des charges. Donc là, je milite très fortement effectivement pour ces participations actives dans la construction des équipements pour qu'il y ait un transfert de savoir-faire des hommes vers le provider. Alors, on a quelques questions qui arrivent que vous pouvez peut-être illustrer avec des exemples. Comment exactement les partenaires sociaux ont pu être impliqués dans l'expérience que vous connaissez, dans le montage et la conduite de projet? Est-ce que vous avez observé des types spécifiques de... Ça a été la grande difficulté des entreprises. Les entreprises qu'on a pu aller voir, en fait, elles ont été vachement en réaction sur le facteur humain. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment subi, en tout cas pour l'une d'entre elles, elle a vraiment subi cette transformation au niveau des RH, des qualifications, des compétences. Elle est vraiment rentrée par une porte technologique et elle a dû rattraper le coup au fur et à mesure. Et l'implication des partenaires sociaux, du coup, elle s'est faite en réaction et pas en accompagnement. Et c'est aussi pour ça que nous, notre enseignement, on le tire plutôt en réaction à ces observations, c'est qu'effectivement, les partenaires sociaux, eux, ont poussé pour la requalification des postes, pour avoir de réelles formations, pour avoir un réel accompagnement des salariés. Après, dans une autre entreprise, on a pu voir des partenaires sociaux qui ont plus été en accompagnement, mais centrés sur la question de la pénibilité physique. Et pour nous, il manque vraiment cette case, en fait, mais comment on s'accorde sur la méthode, sur l'implication de chacun, comment on cadre, en fait, la méthodologie pour assurer l'implication et la participation d'un maximum de personnes et pour s'assurer que l'entreprise, en fait, se donne les moyens de faire. Parce que ce qu'on voit, c'est que ces projets, ils sont budgétés, ils sont cadrés, mais on oublie cette partie-là que, oui, impliquer du monde, ça coûte de l'argent. Mais c'est un argent qu'on va récupérer par la suite parce que ça va permettre d'aller plus vite et puis ça va permettre d'atteindre des résultats satisfaisants. Et c'est une vraie question, c'est cadrer dès le départ avec les partenaires sociaux les besoins du projet autour de la participation, de la formation, de la montée en compétences de chacun et à toutes les étapes. Ça permet aussi à l'entreprise de s'outiller sur et combien ça va me coûter finalement tout ça et qu'est-ce que je mets sur la table en termes d'investissement. Et ça permet aussi d'être transparent sur ce qu'on veut faire, comment on va le faire. Et ce qu'on est capable de mettre sur la table en termes d'hommes et d'investissement pour l'humain, en fait. Parce qu'on voit des projets qui sont très bien budgétés du côté de la technologie et finalement très peu budgétés du côté ressources humaines. Alors effectivement, la partie de la technologie qui amène de la compétence, je pense que c'est quelque chose qui est maintenant tout à fait dans les têtes. La technologie va amener de la compétence. Donc les opérateurs, l'ensemble du personnel va augmenter en compétences. Et là, il faut être très clair. Les entreprises ne feront pas l'économie de la discussion autour des qualifications et de la rémunération des compétences. Là, dans les exemples qu'on a vus, effectivement, c'est des sujets qui ont été mis un petit peu de côté, c'est assez traditionnel, hein, un petit peu de côté. Inéluctablement, ça arrive à un moment. Donc moi, je conseillerais aux entreprises de ne pas fuir ce débat, qui doit dès le début être avec les partenaires sociaux mis sur la table pour se laisser le temps de faire les choses, parce que c'est des discussions qui seront longues. Là, dans les entreprises que l'on a vues, effectivement, la question des rémunérations, des qualifications sont arrivées très tard parce qu'elles ont été justement impensées dès le début, avec du coup beaucoup de frustration
d'un certain nombre d'opérateurs, de middle managers autour de tout ça. Alors qu'en fait, il n'y avait pas de grosses questions. La seule chose, c'est que ça n'avait pas été abordé. Donc c'est très clair pour moi, c'est que la question des qualifications, des compétences et de leur rémunération ne peut pas être évacuée comme ça. Il faut savoir l'aborder très tôt dans le projet. Ça ne veut pas dire que c'est un point d'achoppement. En tous les cas, plus on recule l'échéance, plus on risque d'avoir des difficultés à la mise en œuvre et on ramp-up des équipements. Je vais prendre une autre question qui me paraît importante à développer parce qu'on parlait un petit peu, on va dire, des différents niveaux de l'entreprise à impliquer. J'ai une question de Serge qui nous demande si, avec un management très hiérarchique, les projets 4.0 ne sont-ils pas voués à l'échec? Eh bien, justement, l'une des particularités de ces projets-là, et quand on dit que ça a bouleversé toute l'entreprise, ça bouleverse aussi ses modes de management. C'est-à-dire qu'effectivement, un management très hiérarchique, c'est peu compatible. Parce que dans un management très hiérarchique, ce qu'on voit, c'est que les middle managers ont une compétence technique et ils viennent en fait apporter cette compétence et évaluer le travail des salariés à l'aune de cette compétence technique. Or, ce qu'on voit, c'est que ce rôle-là, il change, d'une part, et d'autre part, la technologie complexifiant le système, les équipes gagnent en autonomie, gagnant en compétences, elles gagnent en autonomie. Et elles ont besoin de cette autonomie pour faire fonctionner en fait la machine. Pour autant, la hiérarchie doit être là quand même pour fixer le cadre. C'est-à-dire que, comme le dit Elliott, dans les entreprises, on a souvent une hiérarchie qui est liée à la connaissance technologique. Aujourd'hui, ce qu'on va attendre d'une hiérarchie, c'est des choses un petit peu différentes. On va faire un pas de côté. On va attendre déjà une capacité décisionnaire en termes de fixation des objectifs et des directions, mais aussi de fixation du cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, les équipes devront avoir pleine autonomie. Donc, il ne faut pas faire l'opposition entre management hiérarchique et 4.0. Hein, je pense que ça n'a pas de sens. On va garder des entreprises avec une pyramide, avec des rôles et responsabilités décrits. Donc, il n'y a pas incompatibilité entre hiérarchie et 4.0. La seule chose, c'est que la hiérarchie devra effectivement évoluer, c'est-à-dire que ça sera une hiérarchie de compétences et pas uniquement une hiérarchie technologique. Donc, la bonne hiérarchie va être celle qui va fixer des cadres précis pour laisser l'autonomie et la transversalité qui est portée par l'industrie 4.0. Alors, j'ai une autre question sur justement... si on a bien compris là, les spécificités d'une conduite de projet 4.0, quel lien on peut faire avec la qualité de vie au travail, justement? Eh bien, elle se fait, et c'est ce qu'on a pu constater quand on... L'idée, c'est de se dire, quand on dit le facteur humain n'est pas une contrainte par rapport à ces projets, c'est un levier, et surtout, en fait, ces projets technologiques qui sont portés par la compétence, le savoir-faire et la capacité de chacun à se mobiliser autour de cette installation qui vient tout bouleverser. Et effectivement, le lien qu'on fait avec la qualité de vie au travail, c'est que si on veut pouvoir faire fonctionner ces machines, soyons clairs, l'enjeu, c'est de réussir à faire tourner la boîte. Eh ben, il faut avoir l'entreprise doit se doter de cette capacité à faire fonctionner tout le monde ensemble. Et ça, c'est un bouleversement des modes de management, c'est construire donner les éléments au collectif de travail pour se construire, parce que ça ne se décrète pas, ça se construit, mais du coup, il faut poser un cadre qui soit favorable à la construction de ce collectif. Et ce cadre-là, c'est le lien qu'on fait avec la qualité de vie au travail. On parle d'équipes autonomes, donc il faut donner les moyens aux équipes d'être autonomes. Et l'un des moyens, c'est le fameux cadre qu'évoquait Jocelyn, qui doit être suffisamment clair et suffisamment aussi large pour pouvoir fonctionner. Et ça, c'est ce qui fait le lien avec la qualité de vie au travail. Alors, cette qualité de vie au travail, effectivement, on l'a vu évoluer dans les entreprises qu'on a pu suivre sur des points qui n'avaient pas forcément été identifiés. Je pense qu'il va falloir laisser place aussi à la créativité, à la spontanéité dans les entreprises dans le cadre de ces développements de projets. Et il y a des choses effectivement très étonnantes que l'on a vues où la mise en place d'une ligne de production a favorisé l'émergence d'un collectif de travail. C'est-à-dire que les personnes qui jusqu'à présent étaient sur des postes individuels et n'avaient en tête que leur propre performance se sont trouvées comme élément commun de réflexion et de partage le fonctionnement global de la ligne. Et on a donc vu émerger des collectifs de travail en automatisant, ce qui n'était pas forcément ce qu'on pouvait imaginer au début. On a souvent entendu que l'automatisation divise les hommes. Et bien pour une fois, dans ce qu'on a vu nous, c'est que la ligne de travail elle-même, elle a contribué à créer un collectif, à créer une valeur commune auquel les gens se sont raccrochés.
Donc je pense que c'est un élément effectivement important de la qualité de vie au travail. Après, bien sûr, on a tous les éléments autour de la pénibilité, et là je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas faire l'impasse, et évidemment la pénibilité est le premier bénéfice, vraiment tout ce qui est TMS, de l'automatisation. Mais je pense que 4.0 va bien au-delà, à la fois sur la création des collectifs, sur la diminution de la pénibilité, sur aussi, dans les exemples que l'on a vus, une entreprise a mis en place, jusqu'au niveau des lignes, des postes informatisés. On a vu des personnes qui, aujourd'hui, sont fiers dans leur environnement familial de dire « maintenant, je travaille sur un poste informatique ». Et tous ces éléments sont des éléments qui ne sont pas forcément pensés au début du projet, mais qu'il faut laisser se développer dans le cadre de ces projets. Alors, dans rupture technologique, parce qu'on parle de rupture technologique avec les projets 4.0, il y a ce mot rupture. Ça peut faire peur, pour les dirigeants notamment, qui souhaiteraient, on va dire, améliorer leur outil de production. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe, une rupture ? Et comment on conserve les liens avec les savoir-faire, les compétences, comment on conserve les équilibres finalement qui peuvent être là au préalable à un projet justement de rupture technologique? Alors bon, je pense qu'effectivement le terme de rupture est extrêmement utilisé aujourd'hui. C'est un terme qui fait peur, mais aussi c'est un terme motivant, c'est un terme positif. Une rupture, c'est vraiment le droit à changer, la volonté de changer. Les études publiées aujourd'hui sur le sujet montrent que l'industrie 4.0, c'est un mouvement de fond qui va durer entre 20 et 40 ans. Donc une rupture sur 40 ans me paraît un petit peu, c'est pas franchement la vitesse à laquelle j'aurais mis une rupture. Donc non, on est sur une évolution, sur des temps longs. Et là aussi, il faut faire confiance aux hommes et surtout à leur plasticité. Beaucoup d'entreprises ont peur effectivement de ce changement avec des choses très stigmatisantes. Vous savez, j'ai une population ancienne, ils vont pas vouloir suivre, etc. Et je pense que pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on a pu voir dans les entreprises. Au contraire, on a vu, comme ce sont des projets qui durent 2-3 ans, il faut faire confiance à la plasticité des hommes et à leur capacité d'adaptation. Et on a vu des gens qui, sur la durée du projet, de 2-3 ans, se sont parfaitement adaptés, ont su se saisir des nouvelles technologies, ont su y trouver un bénéfice individuel, collectif. Donc, pour moi, je ne veux pas me faire peur avec la rupture. Oui, il y a des évolutions, comme il y en a eu, mais quand on parle d'échelle de temps de 20 à 40 ans, on parle de génération. Donc, oui, les choses vont changer. Par contre, de là à dire que ça va être un bing bang, non. En tous les cas, ce n'est pas ce qu'on a constaté. En effet, c'est des changements qui se sont faits dans les entreprises qui ont déjà une culture du changement, qui ont déjà cette ambition, qui ont l'habitude de bouleverser un peu leur mode de fonctionnement. Et donc, ces machines-là, elles se sont implantées dans un contexte qui a été très favorable parce qu'il y a eu des changements précédents et des changements, il y en aura après. Et donc, d'une part, il y a cette culture-là qui existe dans l'entreprise. Et puis d'autre part, effectivement, la crainte de se dire oui, mais les salariés, ils vont pas suivre, ça fait 20 ans qu'ils travaillent comme ça, comment voulez-vous qu'on leur fasse changer leur habitude de travail ? Justement, en leur en parlant, en étant transparent, en exposant le projet, les salariés s'en sont saisis. Et très nettement, dans l'une des entreprises où on est allé, le projet n'aurait pas réussi à aboutir si les salariés n'avaient pas, de leur propre initiative, pris en charge une partie du projet, c'est-à-dire ils se sont impliqués, ils sont allés monter la machine avec le fournisseur, ils se sont vraiment impliqués dans l'installation de leur futur centre d'usinage et du coup, c'est ce qui a permis à l'entreprise de faire émerger des talents. Et ça, c'est une grosse difficulté aujourd'hui dans les entreprises, c'est identifier les talents qu'on a déjà en interne et pour les faire évoluer et les intégrer correctement sur les nouvelles installations. Et ça a permis aux entreprises de mieux comprendre où étaient les compétences nécessaires et comment on pouvait embarquer tout le monde. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est que personne n'a été laissé de côté. C'est-à-dire que tout le monde a su se saisir de cette technologie, se saisir de l'opportunité d'évoluer dans son métier, de faire des choses nouvelles, mais aussi de réexploiter ce qu'on savait faire à la base. Donc ça, c'était au niveau de la rupture, déjà, il faut se dire que tout le monde arrive à évoluer. Et ensuite, c'est clairement des projets qui se sont faits de manière incrémentale, dans une culture de changement. Et effectivement, la marche est un peu plus haute, mais parce qu'on arrive à anticiper ces changements-là, à les voir dans un temps très long,
C'est ça qui est important aussi, c'est que ce sont des projets qui se font dans un temps très long. Il ne faut pas imaginer boucler la chose en un an. C'est des choses qui viennent traverser toute l'entreprise, encore une fois, et donc il faut le penser sur du long terme. Et c'est ce qui a permis aux entreprises aussi d'aborder ce tournant-là sans pouvoir parler d'une réelle rupture dans l'entreprise. Et du coup, on a un internaute qui renfonce le clou en disant qu'une rupture, ça évoque un changement et du coup, ça fait forcément penser à ces fameuses résistances au changement dont on parle parfois, qui peuvent traverser l'entreprise. Est-ce que vous avez des petites clés qui peuvent rassurer des dirigeants qui peuvent avoir peur justement de cette peur du changement? Alors, d'abord, la première phrase qui me vient en tête, c'est que la peur n'évite pas le danger. Donc, il y aura un changement, effectivement. Il va falloir savoir l'aborder, c'est pas en restant crispé qu'on va faire quelque chose. Pour moi, on entendait comment est-ce que je pourrais rassurer mes salariés que le changement sera sans douleur. Non, il y aura un changement, il sera sûrement un peu douloureux, on l'a vu. Entre parenthèses, la difficulté du changement participe aussi à l'appropriation. Il y a des phénomènes très, très bizarres. Hein. On a vu des personnes sur les lignes qui ont dit « on en a vraiment bavé, hein. On en a pleuré les soirs de ne pas y arriver ». Mais aujourd'hui, on ne leur retirerait pas leur machine. C'est devenu leur outil. Donc, je ne pense pas qu'il faille rassurer les gens, l'entreprise n'est pas là. Par contre, la clé pour moi, c'est la participation tout au long du projet. Vraiment, je vais le marteler, mais participer, faire en sorte que l'ensemble des personnes, des salariés, des middle managers participent au projet de manière physique, toucher les choses, faire les choses avec un management extrêmement bienveillant. Et là, c'est ce qu'on a vu dans les projets qui ont pour moi le mieux réussi, c'est déjà beaucoup d'humilité de la gestion de projet. Les objectifs qui étaient fixés, ils n'ont pas été atteints. En aucun cas, l'entreprise ne s'est arc-boutée sur ses objectifs. Elle a su au contraire, tout au long du projet, accompagner, rassurer les membres du groupe projet que l'atteinte des objectifs n'était pas la valeur prioritaire. Donc, comment faire en sorte pour que ça réussisse? Tout simplement en étant à la fois bienveillant, en n'ayant pas peur du futur, en faisant participer les gens. Et moi, je rajouterais que la résistance au changement, c'est un peu un mythe qui a été construit. Et la vraie clé, en fait, pour aller au-delà de cette fameuse résistance, c'est la transparence. Je pense que tout le monde est capable de comprendre les choses et il faut être transparent sur ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire et comment on veut y aller. Et il faut être aussi transparent sur les doutes qu'on peut avoir et sur les imperfections du projet. Effectivement, des projets qui sont ambitieux d'un côté, d'un point de vue technologique et investissement, et en même temps hyper modestes au niveau des objectifs de performance, de se dire on s'est fixé des objectifs, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'on visait. Et il y a eu ça, et aussi donc, la participation des salariés, et être modeste sur j'ai perdu mon point, être modeste sur les objectifs, et se donner le droit d'expérimenter. Voilà. Et expérimenter, c'est sur certains aspects du projet, se donner le droit d'essayer des choses et se donner les moyens de revenir en arrière. Et se donner le temps de le faire. Et ne pas dire, on va expérimenter ça et dans 2 mois, on déploie. Non, c'est pas ça une expérimentation. C'est on expérimente, on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on ajuste, on réessaye, et une fois qu'on a quelque chose qui est à peu près opérationnel, on déploie. Mais on ne se donne pas de date de déploiement dès le départ. Sinon, ce n'est pas une expérimentation. Et ces choses-là, pour répondre à une question de Serge à nouveau sur le chat, spécifiquement pour les PME, alors il nous parle même de TPE, qui manquent de temps, d'argent, qui sont un peu dans le flux de l'activité, comment ça s'appréhende et comment on peut essayer de faciliter cette gestion du changement et cette gestion de projet 4.0? Alors, 4.0, là je pense qu'il faut déjà démystifier. 4.0, on en voit effectivement plein l'usine nouvelle avec des robots partout, avec des salles blanches, des opérateurs avec des masques, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il faut recadrer les choses. Ce qui est important, c'est l'évolution de l'entreprise. Et donc en fait, chaque entreprise doit se construire son propre 4.0. Et les drivers de ce 4.0, y compris des TPE, c'est comment je transversalise, comment je facilite la communication depuis mon client jusqu'à l'opérateur, jusqu'au fournisseur. Le 4.0, il est là, il est autour de la convergence, il est autour de la proximité, il est autour du développement de la vitesse
de communication. Il n'est pas forcément derrière une technologie inatteignable pour effectivement les TPE, parce qu'il y a des contraintes financières. Donc, en fait, les TPE, pour moi, il n'y a pas de limite au 4.0. La seule chose, c'est de bien se construire. C'est quoi mon 4.0 à moi? Et là, par contre, c'est quels sont les grands drivers autour de la vitesse de communication, autour de où sont les valeurs de mon entreprise, autour de comment cette technologie peut-elle servir mon entreprise. Et là, je reviens à ce qu'on disait au début, un projet 4.0, il va se caractériser par le fait qu'il est techno-push. C'est-à-dire, je prends une technologie, je l'ai fait la semaine dernière, l'exercice dans une entreprise, on m'a dit, bah alors un autre problème c'est ça, on pourrait imaginer telle technologie. Je dis, non, on ne va pas faire ça. Je vous mets sur le tableau toutes les technologies qui existent. Et puis maintenant, pour chacune, vous allez me dire, en quoi ça pourrait servir mon entreprise? Qu'est-ce que je pourrais faire d'un drone? Qu'est-ce que je pourrais faire de la réalité augmentée? Et en fait, ils se sont aperçus qu'en prenant la technologie, il y avait des tas d'applications possibles qui pouvaient leur simplifier la vie, qui pouvaient augmenter les performances. Donc, une TPE, c'est la même chose. Faites un projet de geek, prenez une technologie et dites-vous à quoi ça pourrait me servir. Et à partir de ce moment-là, on aura dans les TPE des 4.0 qui leur sont propres. Moi, je rebondirais sur 2 points. C'est d'une part, pour les TPE, il y a un écosystème qui est riche. Il y a l'État, il y a la région, il y a la BPI. Il y a un écosystème sur lequel on peut s'appuyer. Il y a énormément de programmes qui existent. Voilà, donc allez toquer aux portes des CCI et de vos relais en région. Il y aura toujours une porte qui va s'entrouvrir pour aider votre projet financièrement. Ça, c'est une première phase. Et même vous accompagner dans vos projets. Nous-mêmes, l'ARACT, on accompagne un certain nombre d'entreprises dans leur transformation avec l'aide de la région. La deuxième chose, et pour rebondir sur les propos de Jocelyn, c'est que oui, il y a la technologie, mais il y a aussi le travail. Ce qui fait la valeur d'une PME et d'une TPE encore plus, c'est son savoir-faire, c'est la manière dont elle travaille. Et ce qui va faire la valeur d'une technologie, dans une entreprise, c'est pas la technologie en soi, c'est la manière dont l'entreprise va réussir à se mobiliser autour d'elle et à mettre au service de cette machine un savoir-faire, une compétence, des hommes finalement, et une activité de travail. Et donc je dirais, réfléchissez à quelle est votre activité, qu'est-ce qui fait la valeur de votre entreprise, et ensuite vous allez pouvoir regarder qu'est-ce qui va vous permettre de faire progresser, qu'est-ce qu'une technologie peut vous apporter. On a encore une question qui, je trouve, va bien dans le fil de notre discussion. En quoi les spécificités là, dont on parle depuis tout à l'heure font finalement évoluer la notion de performance industrielle? Alors, en fait, on sort du cadre. Prendre la technologie uniquement pour faire la performance industrielle, c'est trop petit. Je pense que les entreprises qu'on a vues, qui ont réussi, elles ont eu des gains bien au-delà de ça et pas forcément sur les mêmes sujets. Bien sûr, les entreprises attendaient un retour sur investissement. Il est très compliqué avec 4.0, clairement. Par contre, il y a eu des bénéfices secondaires qui sont devenus vraiment des valeurs fortes dans l'entreprise, en termes de transversalité, en termes de conditions de travail, en termes d'image. On a vu des entreprises qui avaient du mal à embaucher sur un bassin d'emploi restreint. Le fait d'être 4.0, entre guillemets, a redoré leur blason. On a reparlé de marque employeur et donc, en fait, sont devenues beaucoup plus attractives pour les salariés, mais aussi pour leurs clients. Et ça, ce n'était pas du tout imaginé au début. L'entreprise, en fait, elle a changé de segment, d'un segment milieu de gamme, elle est passée premium. Elle fait visiter son entreprise aujourd'hui. Donc, je pense que le niveau de performance industrielle, ça serait restreindre le champ de la technologie à quelque chose de trop petit. Aujourd'hui, on va demander aux entreprises de réfléchir à l'ensemble des bénéfices que peuvent amener la technologie, et pas uniquement un ROI qui, vu le coût d'accès, est parfois compliqué. Donc la performance, elle n'est pas uniquement industrielle. Oui, elle est industrielle, mais elle doit être réfléchie bien au-delà de ça. Moi, je rajouterais quelque chose sur ce sujet de la performance. C'est qu'on a une performance et des outils d'analyse de la performance et de la performance économique, entre autres, qui sont très datés, qui datent du taylorisme et qui ne correspondent plus au modèle d'aujourd'hui. On a une société qui est très tournée vers les services et avoir une performance qui se calcule en termes de volume de production sur un temps donné, ça n'a pas de sens pour les services. Et alors du coup, d'un point de vue industriel, peut-être que ça aurait encore du sens. Sauf que la technologie 4.0, l'une de ses caractéristiques, c'est d'aller vers
quelque chose vers une masse personnalisation. Et donc, qui dit masse personnalisation, dit singularité du produit. Et donc, on va vers une société de service, y compris dans l'industrie. Donc, il faut revoir ces objectifs, cette définition de la performance, en fait. Très bien, merci. Alors, on arrive à la fin de notre webinaire. Si vous souhaitez aller plus loin, on vous a mis quelques petites infos. Alors, à la fois, bien sûr, vous pouvez commenter et noter ce webinaire s'il vous a plu, uniquement s'il vous a plu, hein, sinon, bon, voilà, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez consulter les sites de l'ANACT et de la RACT si vous voulez en savoir plus globalement sur notre activité et notre actualité. Quant au projet que nous menons et duquel sont issus les échanges que nous venons d'avoir, vous pouvez retrouver notre revue du projet qui est en ligne sur le site de la RACT, Auvergne-Rhône-Alpes. Et comme on vous le disait, on a une expérimentation en cours. Donc si vous voulez plus d'infos et voir dans quelle mesure vous pouvez être accompagné par nos experts ici présents notamment, n'hésitez pas à vous connecter et à nous contacter. Vous avez toutes les infos sur notre site. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ici s'affichent nos prochains webinaires pour aujourd'hui et demain qui termineront cette semaine pour la qualité de vie au travail. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Au revoir.